Je m'appelle David. Pendant 9 ans, j'ai cru savoir ce que signifiait le bonheur. Ma femme Rachel et moi avions construit ce qui semblait être la vie parfaite. Nous vivions dans une maison confortable en banlieue, et notre fils de 6 ans, Tommy, était la lumière de nos vies. Rachel travaillait comme agent immobilier, et j'étais professeur d'histoire au lycée. Nous n'étions pas riches, mais nous avions assez, et plus important encore, nous nous avions l'un l'autre. Tout a changé il y a 6 mois, au décès de mon père. Il m'a laissé un héritage de 8 millions de dollars. Mon père avait été un homme d'affaires prospère, et bien que nous n'ayons pas été proches pendant mon enfance en raison de son emploi du temps chargé, il s'était assuré que je serais à l'abri du besoin après sa mort. L'argent a été transféré sur un compte à mon seul nom. Au début, Rachel semblait heureuse. Elle m'a serré dans ses bras et a dit « Maintenant, Tommy pourra aller dans l'université de son choix. Nous sommes en sécurité. » Je me souviens m'être senti reconnaissant d'avoir une femme aussi compréhensive. Rachel a commencé à suggérer que nous mettions à jour nos polices d'assurance vie. Maintenant que nous avons Tommy et tout cet argent à considérer, nous devrions nous assurer que tout est protégé, a-t-elle dit un soir. C'était logique. Nous sommes allés ensemble chez un agent d'assurance, et j'ai souscrit une police de 5 millions de dollars avec Rachel comme unique bénéficiaire. Elle a fait de même, bien que sa police soit moins élevée. C'est toi le principal soutien de famille maintenant, a-t-elle expliqué avec un sourire. J'ai signé les papiers sans hésiter. Mais il y a environ 3 mois, quelque chose a commencé à clocher. Je ne peux pas dire exactement quand le changement s'est produit, mais Rachel est devenue distante. Elle restait tard au bureau, ne rentrant parfois pas avant 22 ou 23 heures. Un gros client, disait-elle. Beaucoup de propriétés à montrer. Le week-end, elle emportait son ordinateur portable dans la chambre et fermait la porte, disant qu'elle avait besoin de calme pour travailler sur des contrats. La chaleur entre nous s'est refroidie. Quand j'essayais de lui prendre la main à table, elle se retirait, prétextant être distraite par le stress du travail. Tommy l'a remarqué aussi. Un soir, alors que je le mettais au lit, il a chuchoté « Papa, pourquoi maman ne sourit plus ?» Je lui ai caressé les cheveux et j'ai inventé une excuse sur la difficulté de son travail. Mais sa question me hantait. Mon fils de 6 ans voyait ce que j'essayais d'ignorer. Puis sont venues les pilules. Il y a environ 2 mois, Rachel a commencé à insister pour que je prenne des vitamines. « Tu as l'air fatigué », disait-elle en posant un verre d'eau et plusieurs gélules devant moi chaque matin. « Celles-ci t'aideront à avoir plus d'énergie. » Elle avait raison. Je me sentais épuisée dernièrement. En tant que professeur, j'attribuais cela à une année scolaire exigeante. J'ai donc pris les pilules sans poser de questions. Rachel regardait toujours pour s'assurer que je les avais bien avalées. Mais la fatigue n'a fait qu'empirer. Je m'endormais à mon bureau pendant les pauses déjeuner. Ma concentration vacillait pendant les cours. Les élèves ont commencé à dire que M. Patterson semblait ailleurs. Par 2 fois, j'ai failli m'endormir en rentrant de l'école en voiture. J'ai pris rendez-vous avec mon médecin, qui a fait des analyses approfondies. Tout est revenu normal. Probablement le stress, a conclu le médecin. Essayez de vous reposer davantage. Rachel semblait préoccupée, mais sans excès. Peut-être que tu devrais prendre quelques jours de congé, a-t-elle suggéré. Mais ses yeux étaient de froid quand elle l'a dit, dépourvue de l'inquiétude sincère qu'une épouse devrait avoir. J'ai remarqué qu'elle avait commencé à se maquiller davantage, à s'habiller différemment. Un nouveau parfum. Elle s'éclipsait pour passer des appels téléphoniques, parlant à voix basse derrière des portes closes. Quand je lui posais des questions, elle me répondait sèchement. « Juste des appels professionnels, David. Pourquoi es-tu si paranoïaque ?» Je n'étais pas paranoïaque. J'observais. Et ce que j'observais m'effrayait. Rachel s'était transformée en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. La femme que j'avais aimée pendant 9 ans avait été remplacée par une étrangère qui portait son visage. Tommy est devenu plus silencieux aussi. Il observait sa mère avec des yeux méfiants. Parfois, je le surprenais en train de me fixer avec une expression bien trop sérieuse pour un enfant de 6 ans. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» demandai-je. Il secouait simplement la tête et détournait le regard.
mais je voyais bien que quelque chose le troublait profondément. Il y a 3 semaines, j'ai commencé à me sentir plus mal. Pas seulement fatiguée, mais physiquement malade. Nausées, vertiges, douleurs thoraciques occasionnelles. J'ai pris un autre rendez-vous chez le médecin, mais avant que je puisse y aller, les choses ont pris une tournure dramatique. C'était un mardi soir. Rachel a dit qu'elle avait une visite tardive et qu'elle ne serait pas à la maison avant 21h. Tommy et moi avons dîné ensemble, de la pizza et des fruits. Il était inhabituellement silencieux, poussant la pizza dans son assiette sans beaucoup manger. « Ça va, champion ?» lui ai-je demandé. Il a hoché la tête mais ne m'a pas regardé. Après le dîner, je l'ai aidé à faire ses devoirs, même si je pouvais à peine garder les yeux ouverts. L'épuisement était écrasant. « Papa, ne prends pas les vitamines demain », a soudainement dit Tommy. Je l'ai regardé, surpris. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il s'est mordu la lèvre, l'air effrayé. « Ne les prends pas, c'est tout. S'il te plaît. » Avant que je puisse le questionner davantage, nous avons entendu la voiture de Rachel dans l'allée. Le visage de Tommy est devenu pâle et il a rapidement rassemblé ses livres. « Je vais dans ma chambre », a-t-il dit en se dépêchant de partir. Je voulais le suivre, lui demander ce qu'il voulait dire, mais Rachel est entrée et le moment est passé. Elle m'a à peine adressé la parole, se dirigeant directement vers la chambre. Je me suis assis sur le canapé, les mots de Tommy résonnant dans mon esprit. Ne prends pas les vitamines demain. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Vers 2h du matin, j'ai entendu Rachel au téléphone dans la salle de bain. La porte n'était pas complètement fermée et sa voix portait. « Ça prend trop de temps », disait-elle. « Je ne peux plus attendre. Quand est-ce que ce sera fait ?» Un silence pendant que quelqu'un répondait. Puis Rachel de nouveau. « Je sais, mais David est costaud. Peut-être qu'il faut augmenter la dose. » Une autre pause. « D'accord, 1 mois de plus. Mais c'est tout. Je veux que ce soit terminé. » Mon sang se glaça. Je suis restée parfaitement immobile, feignant de dormir lorsque Rachel est revenue au lit. Mon esprit s'emballait. Augmenter la dose ? De quoi ? Des vitamines ? Est-ce que Rachel essayait de me faire du mal ? Non, ça ne pouvait pas être vrai. C'était ma femme, la mère de mon enfant. Il devait y avoir une autre explication. Mais au fond de moi, je savais. Je savais que quelque chose de terrible était en train de se produire. Le lendemain matin, lorsque Rachel a posé les vitamines devant moi, je me suis sentie nauséeux pour d'autres raisons que la simple fatigue. « Je pense que je vais les sauter aujourd'hui », ai-je dit d'un ton désinvolte. Mon estomac est dérangé. L'expression de Rachel s'est durcie. « Tu dois les prendre, David. Tu ne vas pas mieux parce que tu n'es pas régulier. » Sa voix avait une pointe d'agressivité qui me rendait nerveux. « Juste pour aujourd'hui », ai-je insisté. Rachel m'a regardé fixement pendant un long moment, puis a haussé les épaules. « Très bien. Mais demain, tu les prends. » Elle est partie au travail en claquant la porte plus fort que nécessaire. J'étais seule dans la maison, Tommy étant déjà à l'école. Je suis allée à l'armoire de la salle de bain où Rachel gardait les flacons de vitamines. Mes mains tremblaient en ouvrant un. Les gélules semblaient normales. Mais l'avertissement de Tommy et l'appel nocturne de Rachel avaient semé les graines d'un terrible soupçon. Je devais savoir. J'ai pris une des gélules dans la cuisine et je l'ai soigneusement ouverte. Une poudre blanche s'est répandue sur le comptoir. Je n'avais aucune idée de ce que c'était, mais ça ne ressemblait à aucun supplément vitaminique que j'avais vu. J'ai pris un sac en plastique et j'ai recueilli plusieurs gélules, puis j'ai scellé le sac et les caché dans le tiroir de mon bureau à l'école. Cet après-midi-là, j'ai appelé un laboratoire qui effectuait des analyses privées. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a dans ces pilules, ai-je expliqué. Je pense qu'elles pourraient être contaminées. Le technicien a dit qu'il pourrait les analyser en 48 heures. J'ai déposé l'échantillon en rentrant chez moi. Ces 2 jours ont été une torture. Je faisais comme si tout était normal, mais je mourais de l'intérieur. J'ai arrêté de prendre les vitamines,
prétextant que mon estomac me dérangeait toujours. Rachel s'est irritée, mais n'a pas trop insisté. Peut-être ne voulait-elle pas paraître trop insistante et éveiller les soupçons. Tommy observait tout. Il avait commencé à me suivre partout dans la maison dès que j'étais là, restant près de moi comme pour me protéger. Un soir, il a tiré sur ma manche. « Papa, on peut parler ?» Nous sommes allés dans sa chambre, et il a fermé la porte avec précaution. « Je dois te montrer quelque chose », a-t-il chuchoté. Tommy a sorti sa tablette de sous son lit. « J'ai observé maman », dit-il doucement. « Elle fait des choses bizarres quand elle pense que personne ne regarde. » De ses petits doigts, il a ouvert une vidéo. L'image était tremblante, clairement enregistrée par un enfant, essayant de rester caché, mais c'était sans équivoque. Rachel était dans la cuisine, ouvrant mes flacons de vitamines et y ajoutant quelque chose provenant d'un petit sachet en plastique. La date indiquait que c'était il y a 3 semaines. « Tommy », ai-je soufflé. « Comment as-tu »« Je l'ai vue faire une nuit en me levant pour boire de l'eau », a expliqué Tommy. « Elle ne m'a pas vue. J'ai eu peur, papa. Alors j'ai commencé à la filmer avec ma tablette dès que je le pouvais. » Il a fait défiler d'autres fichiers. Il y en avait des dizaines. Des photos de Rachel rencontrant un homme que je ne reconnaissais pas dans des cafés. Des captures d'écran de SMS que Tommy avait photographiées sur le téléphone de Rachel quand elle le laissait sans surveillance. Des vidéos de Rachel mélangeant des pilules. Les SMS m'ont retourné l'estomac. Ils étaient échangés entre Rachel et un certain Marcus. Les messages étaient intimes, romantiques, et d'une criminalité de sang-froid. Plus que quelques semaines, disait un message de Rachel. La police d'assurance est solide. Une fois que David sera parti, nous pourrons être ensemble. 5 millions de dollars plus l'héritage de 8 millions. Nous serons à l'abri pour le reste de nos vies. Marcus répondait « Et si quelqu'un se doute de quelque chose ?» Rachel. « Personne ne le fera. Ça ressemblera à une crise cardiaque ou un AVC. La toxicologie montrera qu'il était stressé et avec les doses que nous utilisons, ce sera intraçable après quelques jours. Le crime parfait. » J'ai cru que j'allais vomir. Ma femme, la femme que j'avais aimée et en qui j'avais confiance, était en train de m'empoisonner. Elle prévoyait de me tuer pour de l'argent. Et elle avait un complice, un amant. Depuis combien de temps cela durait-il ? Papa. La voix de Tommy était faible et effrayée. Ça va ? J'ai serré mon fils dans mes bras. Tu m'as sauvé la vie, Tommy. Tu es le garçon le plus courageux du monde. Tommy s'est mis à pleurer. J'avais si peur. Je ne savais pas à qui le dire. Et si maman découvrait que je savais ? Les résultats du laboratoire sont arrivés le lendemain. Les gélules contenaient une combinaison de sédatifs et une substance que le technicien a décrite comme potentiellement létale à doses accumulées. Ce ne sont pas des vitamines, indiquait clairement le rapport. Celles-ci sont conçues pour provoquer une défaillance progressive des organes tout en imitant des causes naturelles. La personne qui vous a donné cela essayait de vous tuer. J'avais les preuves. Les vidéos de Tommy, les SMS, le rapport du laboratoire. Il était temps d'aller voir la police. Ce soir-là, j'ai dit à Rachel que je devais travailler tard à l'école. Au lieu de cela, je suis allée directement au poste de police avec Tommy et toutes les preuves. L'inspectrice qui nous a interrogés, Sarah Morrison, a écouté avec une expression de plus en plus sombre. Elle a examiné chaque vidéo, chaque photo, chaque message. Le rapport du laboratoire a tout confirmé. C'est une tentative de meurtre et une conspiration, a déclaré l'inspectrice Morrison. Nous allons devoir agir rapidement. Votre femme ne doit pas savoir que nous sommes sur sa piste. Elle a exposé un plan. Je devais rentrer chez moi et agir normalement. La police surveillerait la maison et interviendrait dans les 24 heures. Nous voulons les attraper ensemble si possible, a-t-elle expliqué. Nous devons lier Rachel à ce Marcus directement. Rentrer à la maison ce soir-là a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Être assis en face de Rachel au dîner, sachant qu'elle essayait activement de me tuer, que chaque sourire était un mensonge, que chaque « je t'aime » était un poison. Tommy est resté près de moi, sa petite main trouvant la mienne sous la table.
Rachel semblait satisfaite que j'ai l'air épuisée et pâle. « Tu devrais aller te coucher tôt, » suggéra-t-elle. « Tu as une mine affreuse. » L'inquiétude dans sa voix aurait semblé sincère si je n'avais pas su la vérité. « Oui, peut-être que je vais le faire, » ai-je dit. Cette nuit-là, je suis restée éveillée à écouter. Vers minuit, Rachel s'est glissée hors du lit. Je l'ai de nouveau entendue au téléphone, mais cette fois, j'avais un appareil d'enregistrement fourni par la police caché dans ma poche. « Demain soir, » disait Rachel. « Je lui donnerai une triple dose. Son cœur ne pourra pas le supporter. Le temps que quelqu'un le trouve, il sera trop tard. Assure-toi d'être prêt. Nous partons le lendemain des funérailles. » J'ai entendu quelqu'un d'autre parler. Une voix masculine. Marcus était là, dans ma maison. Il devait parler dans le salon. Je me suis levée prudemment et me suis approchée de la porte de la chambre, la laissant légèrement entr'ouverte. À travers la fente, je pouvais les voir. Rachel dans les bras d'un étranger, l'embrassant tout en planifiant mon meurtre dans la maison que nous avions construite ensemble. « Et le gamin ?» a demandé Marcus. Rachel a haussé les épaules froidement. « Il a 6 ans. Il s'en remettra. On l'enverra en pensionnat à un moment donné. De toute façon, je n'ai jamais vraiment voulu d'enfant. Entendre ma femme parler de notre fils avec une telle désinvolture, après tout, m'a rempli de rage. Soudain, j'ai vu du mouvement. Tommy était sorti de sa chambre et se tenait dans le couloir, fixant sa mère et Marcus. Rachel l'a vu et son visage est devenu blanc. « Tommy, qu'est-ce que tu fais debout ?» Tommy n'a pas répondu. Il l'a juste regardé avec la trahison dans les yeux, puis a couru vers sa chambre. J'ai envoyé un SMS à l'inspectrice Morrison. « Ils sont là ensemble. Venez maintenant. » En quelques minutes, j'ai entendu des sirènes. Rachel et Marcus les ont entendues aussi. « C'est quoi ce bordel ?» a dit Marcus. Ils ont couru à la fenêtre, alors que des voitures de police encerclaient à la maison. « David !» a crié Rachel en courant vers la chambre. « David, quelque chose ne va pas !» J'étais déjà debout, dans l'embrasure de la porte avec Tommy à mes côtés. « C'est fini, Rachel », ai-je dit calmement. La porte d'entrée s'est ouverte avec fracas. « Police ! Personne ne bouge !» L'inspectrice Morrison et 4 officiers ont envahi la pièce. Rachel a essayé de fuir, mais elle a été attrapée en quelques secondes. Marcus a été menotté immédiatement. « David Patterson, Dieu merci, vous êtes en sécurité », a dit l'inspectrice Morrison. Elle s'est tournée vers Rachel et Marcus. « Vous êtes tous les deux en état d'arrestation pour tentative de meurtre, complot en vue de commettre un meurtre et fraude. » Rachel a crié et pleuré, affirmant que tout cela était un malentendu, qu'elle m'aimait, qu'elle ne m'aurait jamais fait de mal. Mais ces mots ne signifiaient plus rien. Ils ont trouvé d'autres preuves dans la voiture de Marcus, du poison supplémentaire, des plans détaillés pour mettre en scène ma mort, des billets d'avion pour le Costa Rica réservés pour 2 jours après mes funérailles prévues, et des documents sur la manière d'accéder à mon héritage. Marcus était un escroc que Rachel avait rencontré en ligne. Il planifiait cela depuis des mois, juste après la mort de mon père et l'héritage qu'il m'avait laissé. Le procès a duré 3 mois. Rachel a écopé de 30 ans pour tentative de meurtre et complot. Marcus a pris 25 ans en tant que complice. Les preuves étaient accablantes. Les vidéos de Tommy, les rapports de laboratoire, les conversations téléphoniques enregistrées, les SMS, tout. J'ai assisté à chaque jour du procès. J'avais besoin de voir cela jusqu'au bout. De faire face à ce que Rachel avait fait et d'accepter que la femme que j'avais épousée n'avait jamais vraiment existé. Ou peut-être qu'elle avait existé un jour, mais qu'elle avait été consumée par la cupidité lorsque l'occasion s'était présentée. Je ne saurais jamais ce qui est le pire. Tommy a témoigné. Mon courageux fils de 6 ans s'est tenu devant la cour et a expliqué comment il avait remarqué que sa mère agissait étrangement, comment il l'avait vu manipuler mes vitamines, comment il avait eu peur mais savait qu'il devait protéger son père. Le juge l'a qualifié de héros. Tommy voulait juste rentrer à la maison. Le jour du verdict, Rachel m'a regardé une dernière fois. Il y avait des larmes sur son visage, mais je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni tristesse, juste un vide là où se trouvait l'amour. « Je suis désolée », a-t-elle articulé. « Mais des excuses n'annulent pas une tentative de meurtre.
Des excuses n'effacent pas la trahison. Des excuses n'expliquent pas pourquoi l'argent comptait plus que notre famille. Après le procès, Tommy et moi avons déménagé dans une nouvelle ville. J'ai accepté un poste d'enseignant dans une autre école, et Tommy est entré en 2e année. Nous avons trouvé une petite maison avec un grand jardin. Tommy a adopté un chien, un Golden Retriever nommé Max, qui dort au pied de son lit chaque nuit. La thérapie nous a aidés tous les deux. Tommy a fait des cauchemars pendant des mois, craignant que sa mère ne revienne d'une manière ou d'une autre. Un psychologue pour enfants l'a aidé à surmonter le traumatisme d'être le seul à pouvoir sauver son père et le poids de cette responsabilité. Progressivement, les cauchemars ont diminué. Tommy a recommencé à sourire, à jouer avec ses amis, à être un enfant. J'ai aussi eu du mal. La confiance ne vient plus facilement. Je remets en question les motivations de chacun. Je vois des arrière-pensées dans les simples gestes de gentillesse. Mon thérapeute dit que c'est normal après une telle trahison, que la guérison prend du temps. Certains jours, je la crois. Une année s'est écoulée. Tommy et moi avons construit une nouvelle vie, juste nous deux. Chaque matin, il me réveille avec Max qui saute sur le lit. Nous préparons le petit déjeuner ensemble, brûlant généralement les toasts et en riant. Je le conduis à l'école et il dit toujours « Je t'aime, papa », avant de courir rejoindre ses amis. Ces mots signifient tout. L'héritage de 8 millions de dollars reste en grande partie intact. L'ironie ne m'échappe pas que l'argent destiné à assurer notre avenir a failli le détruire. J'ai créé un fonds en fiducie pour l'éducation de Tommy et j'ai fait don d'une partie importante à des organisations qui soutiennent les victimes de violences domestiques et les enfants témoins de traumatisme. L'argent qui a failli être mon arrêt de mort aide maintenant d'autres à survivre. Le week-end dernier, Tommy et moi sommes allés faire de la randonnée en montagne. Au sommet, nous nous sommes assis sur un rocher et avons contemplé la vallée. « Papa, » dit Tommy d'un air songeur, « tu penses que maman nous a déjà aimés ?» C'est une question que je me suis posée d'innombrables fois. « Je pense qu'elle aimait l'idée de nous », ai-je répondu honnêtement. Mais le véritable amour, c'est de protéger les gens, pas de leur faire du mal. Le véritable amour, c'est ce que tu as fait, Tommy. Tu m'as protégé même si tu avais peur. Voilà à quoi ressemble le véritable amour. Tommy s'est appuyé contre mon épaule. « Je te protégerai toujours », a-t-il dit. « C'est mon travail maintenant. » Je l'ai embrassé sur le sommet de la tête. « Et je te protégerai toujours. C'est mon travail. Nous nous protégeons l'un l'autre. C'est ce que fait une famille. » Max a aboyé et a couru en rond, voulant continuer la randonnée. Tommy a ri et s'est mis à sa poursuite. J'ai regardé mon fils jouer, son rire résonnant contre les montagnes, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Rachel avait essayé de tout me prendre. Ma vie, ma sécurité, ma confiance, mon sens de la réalité. Elle a presque réussi. Mais elle n'avait pas compté sur une chose. Un garçon de 6 ans, qui aimait son père, assez pour être courageux au moment le plus important. Tommy m'a sauvé la vie, pas seulement en rassemblant des preuves, mais en me montrant ce que sont le véritable amour et la loyauté. Nous redescendons la montagne ensemble, Tommy bavardant sur ses amis à l'école, Max bondissant en avant sur le sentier. Le soleil de l'après-midi est chaud sur nos visages. C'est ma vie maintenant, simple, honnête et réelle. Plus de mensonges, plus de poison, plus de trahison. Juste un père et un fils qui ont survécu au pire et en sont sortis plus forts. Cette nuit-là, Tommy s'endort presque immédiatement, épuisé par la randonnée. Je le borde et le regarde respirer paisiblement. Cet enfant est mon héros, mon sauveur, ma raison d'être. Je n'ai pas su voir le danger qui vivait dans notre propre maison, mais Tommy l'a vu. Il a agi alors que j'étais aveugle. Avant de quitter sa chambre, je murmure « Merci Tommy. Merci d'avoir été courageux quand je ne pouvais pas l'être. Merci de nous avoir sauvés. » Je ne sais pas s'il m'entend dans son sommeil, mais j'avais besoin de le dire. Dans ma propre chambre, j'ouvre la fenêtre et laisse l'air frais de la nuit remplir l'espace. Je pense à Rachel,
à la femme qu'elle était et au monstre qu'elle est devenue. Je pense à la facilité avec laquelle elle mentait, à la conviction avec laquelle elle jouait le rôle de l'épouse aimante, tout en m'empoisonnant jour après jour. Je pense à quel point j'ai failli mourir, inconscient de la vérité jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Mais surtout, je pense à Tommy, à la façon dont l'observation innocente et l'action courageuse d'un enfant ont sauvé une vie, à la façon dont parfois les plus petits d'entre nous ont les plus grands cœurs et la vision la plus claire, à la façon dont la famille ne se résume pas au sang ou au certificat de mariage, mais à ceux qui sont à vos côtés lorsque tout s'effondre. Demain, c'est dimanche. Tommy et moi ferons des pancakes et mettrons probablement le désordre dans la cuisine. Nous emmènerons Max au parc pour chiens. Peut-être que nous irons voir un film. Des choses simples, des moments ordinaires qui composent une vie. Ces moments m'ont presque été volés, mais ils ne l'ont pas été. Je suis toujours là. Tommy est toujours là. Nous avons survécu. Alors que je m'endors, je me fais une promesse, à moi-même et à mon fils. Je ne tiendrai plus jamais notre vie ordinaire et belle pour acquise. Chaque petit déjeuner, chaque rire, chaque « je t'aime » est un cadeau que Rachel a failli nous enlever. Mais elle a échoué. Nous sommes toujours là, toujours debout. Nous aimons toujours. Les cauchemars reviennent parfois. Je me réveille en sursaut, sentant le poison dans mes veines, voyant les yeux froids de Rachel alors qu'elle me tend les pilules. Mais ensuite, j'entends Tommy respirer dans la chambre d'à côté, ou la queue de Max qui tape contre le sol. Et je me souviens, je suis en sécurité. Nous sommes en sécurité. Le cauchemar est terminé. Il y a 1 an, je pensais savoir ce qu'était ma vie. Je me trompais sur tout, mon mariage, ma sécurité, ma compréhension de la personne qui partageait mon lit. Mais je ne me trompais pas sur une chose, mon fils. Tommy a toujours été exactement celui que je pensais qu'il était, courageux, aimant et vrai. C'est ce qui nous a sauvés. L'avenir s'étend devant nous, incertain mais plein d'espoir. Tommy grandira en sachant qu'il a un jour sauvé la vie de son père. Il portera cela avec lui, pour le meilleur et pour le pire. J'espère que cela le rendra fort sans le rendre dur. J'espère que cela lui apprendra à faire confiance à son instinct sans le rendre cynique. J'espère qu'il sait que ce qu'il a fait était extraordinaire, mais qu'il n'a pas à porter ce poids seul. Je suis là. Je serai toujours là. Nous sommes 2 survivants, mon fils et moi. Nous avons traversé le feu et en sommes sortis de l'autre côté. Nous avons beaucoup perdu. Une épouse et une mère qui n'ont jamais vraiment existé. Notre sentiment de sécurité. Notre confiance dans le monde. Mais nous avons aussi gagné quelque chose. La connaissance inébranlable que lorsque tout s'effondre, nous avons l'un l'autre. C'est suffisant. C'est tout. Dans l'obscurité de ma chambre, je ferme les yeux et m'endors enfin paisiblement. Demain viendra, et nous y ferons face ensemble. Le garçon qui a vu la vérité et le père qui l'a sauvé, construisant une nouvelle vie sur les cendres de l'ancienne. Pas parfaite, mais réelle. Non sans cicatrices, mais en voie de guérison. Non sans peur, mais avançant quand même. Ceci est notre histoire. Ceci est notre survie. Ceci est notre famille, redéfinie non pas par ceux qui nous ont quittés, mais par ceux qui sont restés, qui se sont battus, qui ont aimé assez pour agir quand il le fallait. Tommy et moi, contre le monde, ensemble. Et c'est plus que suffisant.